Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir, bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Faut-il mettre en place un couvre-feu numérique? C'est l'une des questions qui se posent au gouvernement suite à l'expérimentation de la pause numérique voulue par Elisabeth Borne. Est-on rentré dans la guerre des écrans ou n'est-ce qu'une question d'application? Eh bien, on en parle avec notre invité dans cette première partie d'émission. Redonner aux plus pauvres, y compris aux enfants, du lien social et une dignité humaine. Et à travers leur point cœur, nos invités sont convaincus de cette mission. On va en parler avec elle, avec deux invités sur notre plateau en seconde partie d'émission. Dans son panorama, Guillaume Bian reviendra sur le mythe de Cléopâtre qui fascine bien sûr toujours autant et ça se passe à l'Institut du monde arabe. Mais tout de suite place à l'actu avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. François Bayrou est en déplacement à Montpellier dans le cadre d'un comité interministériel de la ville. Placé sous le signe de l'enfant dans la ville, c'est pourquoi le Premier ministre a visité le chantier d'une future école Hypatie dans le quartier de la Mosson. Il a rencontré notamment les futurs élèves ou encore les acteurs de la cité éducative. François Bayrou qui a inauguré le commissariat de secteur du quartier. Enfin, lui a été présenté les futures rénovations urbaines ainsi qu'un restaurant d'insertion. La priorité de ce comité interministériel est de mettre plus de moyens dans l'éducation et dans la santé. Ce sont les mots de la ministre déléguée à la ville, Juliette Méadel. François Bayrou qui devrait d'ailleurs au passage annoncer une quarantaine de mesures sur 3 axes. Le soutien à l'enfance et l'émancipation de la jeunesse, l'amélioration du cadre de vie des habitants et le développement économique, notamment en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Et des annonces, il y en a eu hier par la ministre de l'Éducation nationale qui a présenté son plan d'orientation. C'était sur RTL, on le rappelle, hier matin, Elisabeth Borne qui a évoqué des formations à l'orientation dispensées pour les professeurs principaux dans le secondaire, 4 demi-journées également pour les élèves de la 5e à la terminale, dédiées à l'orientation avec la découverte de métiers, grâce notamment à des visites et des forums. Après le bac, là aussi, encouragé à une année de césure. L'orientation est un facteur de stress pour beaucoup d'élèves et c'est un facteur de reproduction des inégalités, les mots de la ministre, qui sont d'ailleurs partagés par Éric Charbonnier, analyste au sein de l'OCDE et direction notamment de l'éducation et des compétences. La France est un des systèmes les plus inégalitaires de l'OCDE, donc il y a des vraies inégalités sociales. Il y a 4 fois plus d'enfants de cadres que d'enfants d'ouvriers à l'université. On sait que les enfants défavorisés sont surreprésentés dans les filières professionnelles. On a un système très scolaire qui sélectionne les élèves par les notes et quand on vient d'un milieu défavorisé, on a beaucoup moins de chances de réussir en France qu'ailleurs. On sait que quand on vient d'une zone rurale, on a moins de possibilités d'orientation, on a moins confiance en soi. Les élèves des zones rurales, des petits villages n'ont pas forcément la même croyance dans la capacité à réussir dans les études. On a aussi des inégalités de genre. Alors, parmi toutes les filles qui vont dans l'enseignement supérieur, il y a 16% qui choisissent des filières scientifiques. Parmi tous les garçons qui vont dans l'enseignement supérieur, il y a 40% qui choisissent des filières scientifiques. Et concernant les investissements, cette fois-ci pour Éric Charbonnier, ces derniers n'ont pas été placés au bon endroit. On s'est trompé de levier, c'est-à-dire que les inégalités qu'on voit en France, nous on les mesure dans l'étude PISA à l'âge de 15 ans, mais elles commencent dès le plus jeune âge. Et quand on regarde la dépense d'éducation, par exemple, on a sous-investi dans les premiers niveaux d'éducation en France. La dépense par élève est 10% inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE dans les écoles élémentaires. Elle est 30% supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE au lycée. C'est vraiment dans ces premiers niveaux d'éducation qu'il faut investir. Et on a un vrai souci de formation des enseignants. La formation des enseignants en France est très académique, alors qu'on a besoin d'enseignants mieux préparés sur le volet pédagogique pour justement aider les élèves en difficulté à rattraper leur retard. Autre mesure, cette fois-ci par de nombreuses... Oh, ben non, toujours pas. Lis, Virginie, lis. Excusez-moi. Allez. Autre mesure attendue cette fois-ci par de nombreuses familles. Les députés ont voté oui à la proposition de loi visant à accorder le versement des allocations familiales dès le premier enfant. 75 € par mois pour les parents dont les revenus se situent dans la première tranche de la CAF. Les familles de la deuxième tranche vont recevoir 38 € et puis pour les plus aisés, 19 €. Une aide accessible aujourd'hui qu'à partir du deuxième enfant, d'où cette nouveauté qui va donc concerner 3,5 millions de foyers. Ce type de soutien existe déjà notamment en
Outre-mer et l'objectif était justement d'harmoniser tous les droits sur l'ensemble du territoire. Sachez que ce texte va devoir passer du côté du Sénat. Parlons santé à présent avec ce sondage Ipsos pour le laboratoire MSD. 48% des parents qui ont un enfant en classe de 5e ne se sentent pas suffisamment informés sur la vaccination contre le papillomavirus. Et 41% des parents interrogés souhaitent justement avoir plus d'informations. C'est pourquoi on en parle avec ce mois de juin vert, comme il est nommé. Nous sommes au cœur du mois de sensibilisation au cancer du col de l'utérus provoqué par ce papillomavirus. On rappelle qu'au sein des établissements scolaires, la campagne de vaccination est organisée depuis déjà 2023 pour tous les élèves de 5e. C'est gratuit. Elle est proposée directement au sein des établissements et des collèges. Elle vise notamment à contrer les obstacles financiers, les difficultés d'accès ou encore le manque d'informations sur cette vaccination. Le vaccin, on le rappelle, est recommandé pour les jeunes entre 12 et 14 ans, administré avec 2 doses, une en octobre, une autre en avril. Il y a des possibilités d'avoir du rattrapage si on l'a oublié, accessible pour les 15-19 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 62% des jeunes filles sont vaccinées, 48% chez les garçons. Il faut encore en parler, il faut sensibiliser. Vous pouvez le faire donc dans les établissements scolaires ou encore chez les professionnels de santé, les infirmiers. Sachez qu'on a beaucoup de recul sur ce vaccin puisqu'il est accessible et donc disponible depuis 2007. Guadeloupe maintenant, un adolescent de 13 ans a été tué par balle à Lamentin, le 5e meurtre en 8 jours dans l'archipel. Et la Guadeloupe qui possède le 2e taux d'homicide en France. Selon le procureur de la République, les faits se sont produits à côté d'une salle des fêtes dans le centre-ville. Une dizaine de coups de feu ont donc été entendus, qui ont donc tué cet adolescent et blessé un autre jeune homme de 27 ans dont le pronostic vital n'est pas engagé. Je vous propose d'écouter le maire du Lamentin, Jocelyn Sapotille. C'est un décrocheur scolaire. On a essayé de l'accompagner et de pouvoir le sortir de la rue et des mauvaises fréquentations. On va se faire illusion, on n'est pas dans un monde de bisounours là. Vous avez face à vous des jeunes qui ont des armes, qui sont des gros calibres. Vous êtes ridicule avec votre cellule de cohésion et de tranquillité sociale. Et les autorités justement locales s'inquiètent de la circulation des armes à feu dans les Antilles françaises, notamment sur fond de narcotrafic. Sachez que les circonstances de ce drame restent pour l'instant floues et qu'une enquête est menée par la gendarmerie. Enfin, quelle est la meilleure ville étudiante en France? Le classement dévoilé ce matin. Et oui, 3e en 2024. Toulouse occupe désormais la première place de ce classement qui a été réalisé par nos confrères de l'étudiant, ce média spécialisé dans l'éducation et l'orientation, qui a analysé 47 villes où il y a plus de 8000 étudiants. Plusieurs critères ont été placés au crible. Bien sûr, le logement, le transport, la santé et la culture. 2e, Besançon, ex aequo avec Montpellier, Rennes, Caen, Grenoble, Lyon, Nantes, Strasbourg et Nancy. Complète ce top 10. Angers en sort alors qu'il a longtemps été présent. Paris, la plus grande ville étudiante, là aussi ne fait pas partie de ce top 10. Et puis lui, il va peut-être obtenir la première place de ce classement puisque on l'a appris, le plus jeune candidat au bac général et technologique n'a que 8 ans. C'est un nouveau record. C'est ce qu'a fait savoir le ministère de l'Éducation en fin de journée. Normalement, cet élève devrait être scolarisé en CE1 ou CE2. Mais donc le 16 juin prochain, date des premières épreuves, il sera présent pour ce bac 2025 en tant que candidat libre. Que va-t-il faire après? Quelle ville va-t-il choisir? Ça, on ne sait pas. Déjà, il y a le bac à passer. J'ai envie de dire félicitations et en même temps le pauvre, 8 ans. Waouh. Merci beaucoup Guillaume en tout cas. Le défi, 10 jours sans écran, c'est terminé il y a une dizaine de jours justement et avec lui les conclusions d'un monde de plus en plus connecté que les jeunes ont parfois du mal à gérer. Je dis les jeunes mais les moins jeunes aussi. Alors que la question d'un couvre-feu numérique fait son chemin au gouvernement, on va en parler de cette fameuse guerre des écrans avec notre invité. Thomas Romer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Grand JT. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, couvre-feu numérique, limitation à 1 heure par jour pour les mineurs. Et bien Gabriel Attal ainsi que le psychanalyste Marcel Ruffo, le pédopsychiatre Marcel Ruffo, formulent des propositions choc pour lutter contre l'addiction des jeunes aux écrans. Alors est-ce qu'on peut parler clairement, selon vous en tout cas, d'urgence numérique ? À notre niveau, si vous voulez, l'urgence l'est vraisemblablement moins dans les interdictions que dans la nécessité d'accompagner à la fois les familles,
mais aussi les enfants vers une utilisation un peu plus raisonnée, raisonnable, mais autour surtout d'enjeux éducatifs qui soient beaucoup plus clairs. Combien de temps passe en moyenne, selon vous, un ado sur les écrans? Alors c'est très large les écrans, hein, ça comprend tout, ça comprend la télévision et évidemment le téléphone, les réseaux sociaux, etc. C'est assez simple. Nous, on produit régulièrement, tous les 2 ans, un baromètre qu'on a appelé Parents, enfants et numérique, qui vient aussi mesurer ce temps d'écran. Et lors de notre dernière publication en octobre dernier, on voyait qu'évidemment, il y avait une augmentation du temps passé. On avait également une forme de linéarisation en fonction des périodes, c'est-à-dire que le temps est relativement équivalent désormais entre le week-end, les vacances, mais aussi de plus en plus pour l'école. Et vers une tranche d'âge âgée de 15 à 17 ans, on atteint quasiment 5 heures par jour uniquement sur le smartphone. Et l'équivalent pour les adultes, vous l'avez ou pas? L'équivalent pour les adultes, en général, il n'est jamais très loin. Alors là, cette fois-ci, on ne l'a pas mesuré, mais ce qu'on avait pu constater au sortir notamment des confinements, c'est que c'était un temps qui avait plutôt tendance à prendre évidemment de l'ampleur, notamment lié aux modifications de mode de vie, de travail, depuis l'arrivée notamment du télétravail, qui fait qu'on passe toutes et tous de plus en plus de temps sur les écrans. Alors, qu'est-ce qu'il y a de néfaste finalement avec les écrans? Parce qu'on est tous en train de se dire c'est une catastrophe, on a l'impression que nos ados vont très mal à cause des écrans, on va le détailler ensemble. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de sûr, qui a été relevé scientifiquement, médicalement, peut-être psychologiquement d'ailleurs aussi, sur les conséquences des écrans sur les jeunes et la population générale? Alors, il y a des choses que l'on sait, il y a des choses, contrairement à ce que l'on entend et lit parfois, que l'on ne sait pas. Je ne suis pas scientifique, mais je lis beaucoup d'études et j'ai la chance de travailler régulièrement avec certains scientifiques, dont Grégoire Borst, qui faisait partie de la commission écran. Quand on regarde l'impact des écrans sur les jeunes enfants, on sait certaines choses. On sait notamment que les écrans ont un impact plutôt négatif avant 3 ans en ce qui concerne, en tout cas de manière plus générale, sur le temps de sommeil. Il y a des études en cours sur l'impact sur la vue. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus, par exemple, de myopie. Mais on s'est aussi aperçu que ce développement de certaines myopies qu'on appelle comportementales ont pris naissance et un essor important avant même l'explosion des écrans. Donc tout ça est en cours d'étude. Ce que l'on sait aussi, c'est un impact plutôt négatif sur la prise de poids, ce qui est assez logique puisque les écrans sont considérés comme étant une activité sédentaire et que globalement, on sait toutes et tous que quand on est face à un écran et qu'on fait une soirée série ou film, on est rarement amené à consommer un plat, on va dire, relativement équilibré, que tout cela appelle plutôt à du grignotage. Donc on sait, en résumé, l'impact sur le sommeil, la vue, c'est en cours d'étude et de confirmation, sur la prise de poids et sur le langage, il y a des choses que l'on sait et des choses que l'on ne sait pas. Ce que l'on sait surtout, c'est qu'il y a un impact plutôt négatif sur le langage, notamment avec malheureusement un biais social important, et que c'est surtout dans les milieux les plus défavorisés que cela se produit, souvent à mettre en lien avec d'autres facteurs d'ailleurs. Sur la santé mentale des jeunes en particulier, puisque on l'a dit, 2/3 à peu près des jeunes de moins de 25 ans se disent dans un état soit de déprime, soit de profonde dépression. Est-ce qu'on connaît la part des écrans dans ces chiffres-là? Alors, tout ça, pour l'instant, est en cours d'analyse d'études. Il est certain que certaines études, notamment aux États-Unis, venaient mettre en exergue un impact plutôt négatif des écrans, en tout cas de l'utilisation notamment des réseaux sociaux à l'adolescence, surtout chez les jeunes filles, qui sont d'ailleurs beaucoup plus utilisatrices des réseaux sociaux que les garçons à cet âge-là. Mais tout cela est en train d'être affiné. Mais une chose est certaine, c'est que ce sujet de la santé mentale des jeunes, qui doit toutes et tous nous préoccuper, au regard de son ampleur actuellement dans notre pays, n'est certainement pas lié uniquement à l'utilisation des écrans. Et c'est en ça que nous, on dénonce un petit peu parfois ces discours alarmistes qui nous font regarder les choses uniquement par le petit bout de la lorgnette
et qui empêche une vision des choses beaucoup plus globale et donc de traiter la réalité des problèmes, en fait. Oui, parce que on le sait, hein, ces réseaux dont on parle, ces écrans, et on a été aussi une génération, vous comme moi, à s'y plonger devant des séries, devant la télévision. À l'époque, nos parents, grands-parents nous disaient la même chose, hein, c'est une catastrophe, plongez-vous plutôt dans des livres. Comment dans un monde en guerre, une société ultra en crise, un no man's land, c'est ce que disent beaucoup aussi effectivement les étudiants, un no man's land en termes d'avenir aujourd'hui, comment on pourrait en être autrement qu'attirer finalement par l'info en masse, des images de partout, finalement une possibilité d'être en lien avec d'autres cultures, d'autres pays, d'autres sociétés de manière aussi directe. C'est aussi la question que je me pose par rapport au refuge que représentent les écrans. Oui, vous avez tout à fait raison. Et notamment, ce que l'on sait, c'est que, et c'est là où il y a vraiment un point d'attention à avoir, c'est que les jeunes qui vont pas bien, et c'est aussi vrai chez les très jeunes enfants, ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'ils sont naturellement beaucoup plus attirés par ces écrans. Et évidemment que quand un jeune, un adolescent, une adolescente est en train de rentrer dans une période un peu de mal-être et qu'il est forcément confronté à des systèmes de comparaison, des processus algorithmiques qui lui échappent, qui vont lui proposer des contenus sur lesquels il a peu le choix, ce dont on se rend compte, c'est qu'évidemment, ça peut venir renforcer certains troubles ou certains mal-être. Et donc, nous, on préfère dire aussi, attention, ne nous trompons pas d'enjeu. Le fait que les écrans deviennent un refuge pour certains jeunes, c'est aussi une manière pour nous autres d'être attentifs à ce cri d'alarme et ce message d'alerte qu'ils nous envoient. On le voit bien au sein de l'association, on a énormément de contact avec des familles régulièrement, notamment sur des problématiques en lien avec le jeu vidéo. Et dans la majorité des situations, quand on les met entre les mains de professionnels qui vont savoir accompagner cette famille et ce jeune, ce dont on se rend compte, c'est que ce comportement excessif en lien avec le jeu vidéo, il est avant tout lié à une notion, comme vous l'avez très bien dit, de refuge, parce que le jeune est en train de vivre quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il subit et qui le rend profondément malheureux et triste, pour tout un tas de raisons. Et donc, si on cherche immédiatement à pathologiser ce comportement excessif, on risque de passer à côté des raisons essentielles qui ont déclenché ce mal-être. Et c'est un peu la nuance que l'on appelle à avoir en ce moment sur ces sujets. Oui, justement, la nuance, effectivement, c'est pas ce dont fait preuve la société aujourd'hui, on le sait, donc c'est bien d'en parler. Les propositions de Gabriel Attal, je l'ai évoqué tout à l'heure, et du pédopsychiatre Marcel Ruffo, elles sont plusieurs, elles sont nombreuses. On parle déjà d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Est-ce que ça revient un peu à suivre finalement l'idée que, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est extrêmement nocif, que finalement, ils sont responsables de tout. Et puis surtout, est-ce que vous pensez que c'est applicable ? Nous, clairement, on n'est pas du tout contre les interdictions. Les interdictions peuvent faire partie d'un socle éducatif à la seule limite qu'il faut qu'il soit au service d'une forme de cohérence éducative. Une interdiction, en effet, comme vous le soulignez, dont on sait qu'elle sera quasiment impossible à mettre en œuvre ou à respecter. Nous, dans notre dernière enquête que j'évoquais tout à l'heure, on voyait déjà qu'on était quasiment à 7 enfants sur 10 âgés de 7 à 10 ans qui avaient déjà un compte sur les réseaux sociaux en France. Moi, je veux bien qu'on interdise les réseaux sociaux avant 15 ans, mais qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là ? On les met en prison, on met un éducateur derrière eux. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre des limites, mais en faisant en sorte qu'elles soient applicables et surtout qu'elles soient au service d'une forme de cohérence éducative. Parce que quelque part, ces jeunes, s'ils ont accès à ces écrans, ils ne l'ont pas choisi. Je rappelle souvent, quand on est face à des parents, moi, j'ai jamais rencontré d'enfants de 10 ans qui ont attaqué au bazooka un camion Samsung ou Apple. Donc, quelque part, si ces outils arrivent entre les mains de nos enfants, c'est que les adultes l'ont choisi. Par conséquent, ça nous engage en termes de responsabilité éducative et dans notre capacité, me semble-t-il, à les accompagner, mais à les accompagner peut-être aussi en changeant de paradigme. Aujourd'hui, on voit que la prévention qui est faite dans les établissements scolaires, elle ne tourne uniquement qu'autour de l'évitement du risque. Or, on n'éduque pas quelqu'un uniquement en le protégeant. On éduque quelqu'un en lui transférant des compétences et en essayant de lui apprendre à bien utiliser l'outil.
Mais comme toujours, en fait, on va contraindre les plus jeunes finalement à soit ne pas utiliser, soit faire preuve de responsabilité, etc., sans vraiment se tourner vers ceux qui finalement proposent aussi ce genre enfin les réseaux sociaux en l'occurrence, hein, ce genre de modèle. C'est-à-dire que faire une loi tout d'un coup qui donc serait l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce que c'est se tourner vers donc les GAFA, enfin bon, ou alors pourquoi pas Apple, Samsung et autres, pour justement proposer une loi contre eux, ou alors est-ce qu'on va encore une fois dire aux parents c'est vous finalement qui serez taxés de je ne sais quelle contravention ou d'interdiction? De toute façon, on voit bien que tout ça est un long serpent de mer, en fait. Et notamment, ce qui se cache derrière tout ça, c'est une nécessité, vraisemblablement, de renforcer ce qu'on appelle le contrôle de l'âge des utilisateurs. Parce que je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, on rencontre à peu près les mêmes problématiques sur les réseaux sociaux que sur les plateformes pornographiques. On n'arrive pas à contrôler l'âge des utilisateurs. Donc, en effet, là où vous avez raison, il s'agit une fois encore de mettre en place un texte qui sera difficilement applicable et qui sera mis en permanence en fait en contravention par rapport à d'autres messages qui peuvent être divulgués, parce que je rappelle aussi que parfois les parents n'ont pas le choix. Vous avez des collectivités locales, territoriales qui équipent les enfants, les adolescents de plus en plus précocement. Donc, et ça, c'est pas un choix que font les parents. Et donc, on voit bien que tout cela manque de cohérence et que c'est un vrai projet de société, en fait, qu'il faut, me semble-t-il, qu'on reconstruise ensemble, vraisemblablement en sortant un peu des phrases chocs ou des idées un peu rapides, pour essayer de réfléchir collectivement à quelle place on souhaite pour ces outils numériques dans nos vies. Et vraisemblablement que la place idéale, elle est située à une juste distance entre des outils facilitateurs de notre quotidien et qui peuvent être aussi des enjeux culturels, notamment pour la jeune génération, mais aussi en tant que société responsable, parfois savoir mettre des limites qui peuvent passer par des interdits. Thomas Romer, vous parlez des collectivités, mais les collectivités, elles mettent en place des accès effectivement numériques et des tablettes, par exemple, pour les écoles, les collèges et les lycées. Mais ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, non? Non, bien sûr, mais quand on y réfléchit en termes de messages, moi, ce qui me choque toujours, en fait, en ce moment, c'est qu'on a de cesse de faire porter nos turpitudes d'adultes aux jeunes générations. Ah oui. Je vais vous prendre un exemple concret. Regardez ce qui s'est passé à la rentrée dernière dans les établissements scolaires. On a voulu, suite au rapport Commission Écran, expérimenter une pause numérique. Pause numérique, d'ailleurs, qui n'a pas du tout été explicitée, contextualisée aux jeunes. Donc, petit souci de cohérence. Mais en parallèle, le ministère de l'Éducation nationale faisait passer un test à tous les élèves de 6e pour évaluer leur niveau de français et de mathématiques. Et ce test se déroulait uniquement sur ordinateur. Donc, on voit bien que la place du numérique qu'on fait rentrer dans la vie de nos enfants, c'est souvent, majoritairement, dans l'intérêt des adultes. Et ça, c'est quelque part très questionnant. C'est un peu faites ce que je dis et pas ce que je fais, mais seulement quand ça nous arrange. Mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que finalement, est-ce que c'est le numérique qui pose problème ou c'est plutôt les contenus, effectivement, et les réseaux sociaux en particulier qui posent problème? Parce que finalement, c'est quand même tout le cœur du sujet. Pour nous, les outils numériques, de toute façon, il faut arrêter de se mettre des œillères. Ils font partie de notre vie, ils font partie de notre quotidien, et on le sait toutes et tous, on le constate quotidiennement dans notre vie professionnelle ou même en tant que simple citoyen, ils vont occuper une place de plus en plus importante. Et ça, c'est un choix de société, en tout cas qui est parfois subi par certains, mais qui est choisi par d'autres. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est, me semble-t-il, de trouver en effet un équilibre qui peut passer par moments en estimant que certaines populations plus fragiles que d'autres puissent être mises un peu en retrait ou protégées. Et c'est en cela que nous, l'interdiction des réseaux sociaux, ça ne nous dérange pas, mais à condition, une fois encore, que ça soit au service d'une cohérence éducative. Si en effet, sociétalement, on estime que les réseaux sociaux représentent un danger pour nos jeunes, en effet, protégeons-les de cet endroit avant qu'il puisse y avoir accès. Mais je serais tenté de poser la question, mais après, what's next? C'est-à-dire comment est-ce qu'on les accompagne à bien les utiliser? Parce que si on les protège de ces environnements sans jamais leur montrer comment bien les utiliser, on se retrouvera avec des jeunes de 16 ans qui rencontreront les mêmes problèmes que ceux actuellement qui sont sur les réseaux à 12-13 ans.
Exactement. Et cette pause numérique dont vous parlez, ce qui est assez étrange, c'est qu'elle existe depuis 2019, ce qui prouve quand même qu'elle n'a pas été vraiment appliquée, puisqu'on se pose la question aujourd'hui de son existence. Pourquoi reposer encore une fois cette mesure ? Vous savez, nous, à l'Open, ça fait 10 ans qu'on se bat pour tenter de protéger les enfants face au contenu pornographique. On a un code pénal qui était très clair, qui comportait 3 lignes. Dont la Cour de cassation disait qu'il était formidable et qu'il pouvait s'appliquer. Et on a décidé de complexifier les choses, de transformer 3 lignes dans le code pénal en 25 pages de texte de loi, dont on voit bien aujourd'hui qu'ils sont très compliqués à appliquer, puisque certains sites décident de rentrer dans le rang et d'autres décident de se poser en victime en disant nous, on ne rentrera pas dans les cases et du coup, on coupe la diffusion de nos contenus en France. Et sur les réseaux sociaux, sur la régulation du numérique dans son ensemble, en effet, comme vous le soulignez, on observe souvent cette même incohérence avec des textes qui existent, mais qui sont jamais respectés ou difficilement applicables. Et je pense qu'il est vraiment grand temps pour les jeunes, pour une société où on parle beaucoup en ce moment de société, de faire société ensemble, qu'on recouvre une forme de cohérence sociétale au service d'une éducation de nos jeunes générations et qui passe évidemment aussi beaucoup par l'exemplarité des adultes. On n'en a pas parlé, mais sur la question du numérique, il y aurait beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup à dire et on l'a évoqué finalement au fil de la conversation. Pareil, sur la cohérence, la proposition d'Elisabeth Borne, effectivement, de ne pas avoir accès au logiciel Pronote, finalement, qui est un logiciel de l'école, après une certaine heure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, sur le principe, pourquoi pas ? Mais ce que je regrette, c'est que la ministre d'État, en faisant ça, elle oublie de préciser quelque chose. C'est que ce ne sont pas les jeunes qui ont choisi ces plateformes. Eux, l'agenda, ça leur allait très bien, hein. Mais là, les dérives que l'on dénonce avec l'hyperconnexion sur ces plateformes, elles sont liées avant tout à des comportements d'adultes qui sont qui échappent à toute régulation. Est-ce que les jeunes sont responsables des notes qu'ils reçoivent à 22 ou 23 heures ? Est-ce que les jeunes sont responsables de recevoir des devoirs à 23 heures un dimanche soir ? Et je trouve que ce qui manquait dans le discours de la ministre, c'est de dire « mea culpa, nous avons constaté certaines dérives qui venaient essentiellement des adultes, et donc nous allons vous protéger des dérives des adultes ». Mais là, dans la symbolique, dans la manière dont le texte a été présenté, dans sa directionnalité, il nous semble clairement que ce sont les jeunes qui sont responsables. Mais moi, je trouve que là où je vous rejoins, c'est que j'imagine, la plupart des étudiants, des élèves ne vont pas se précipiter absolument à 22-23 heures pour aller voir quels devoirs ils ont à faire. Je veux dire, c'est quand même pas une des réactions primordiales, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux. Non, mais ça génère quand même pas mal de stress, en fait, parce qu'aujourd'hui, ces applications, elles fonctionnent aussi, ces sites Internet, ce qu'on appelle les espaces numériques de travail, fonctionnent aussi sous forme d'applications et les élèves peuvent recevoir des notifications. On aurait pu tout simplement, en laissant ouvert le logiciel, parce qu'aujourd'hui, un lycéen, je suis désolé, il peut avoir besoin, quand il révise son bac, de travailler après 20 heures. On a tous été lycéens, on sait que le bachotage, c'est quand même un sport national. Et donc, pouvoir travailler le soir, quand on a regardé dans la journée les matchs de Roland-Garros qu'ont fait tous les gens qui ont passé leur bac, ça peut être une nécessité. Donc, c'est comment on adapte, une fois encore, l'outil à la réalité du vécu des jeunes sans leur faire porter les turpitudes des adultes. Merci beaucoup Thomas Romer d'avoir participé au Grand JT. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Merci à vous. Merci à vous. On marque une courte pause dans le Grand JT. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France.
voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce que il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Héloïse Duréau, bonjour. Bonjour. Pauline Landel, bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous sur School TV. Vous êtes toutes les deux membres de l'ONG Point Cœur, Point Cœur qui propose en fait des missions vraiment qui justement tiennent à cœur. Elle a été créée en 1990, cette ONG, et elle envoie des bénévoles comme vous dans 17 pays du monde dans le but de créer du lien avec les personnes les plus en souffrance. Vous faites partie, donc toutes les deux, je disais, de ces bénévoles. Une aventure qui vous a motivé l'une et l'autre, j'imagine peut-être pour des raisons différentes. Alors laquelle des deux vous commencez? Peut-être allons-y, Pauline. Il n'y a pas si longtemps, vous. C'est ça, je suis revenue donc il y a 6 mois et je suis partie pour une mission de 14 mois. Donc en général, ils envoient les volontaires pour 1 an ou 2 ans pour vraiment avoir le temps de s'immerger, d'apprendre la langue et puis de pouvoir apprendre à vivre comme les personnes là-bas. Donc moi, je suis partie au Brésil, près de Salvador de Bahia, dans le nord-est. Et donc, moi, j'ai voulu partir. En fait, c'était vraiment pour donner un temps de ma jeunesse parce que c'est vrai qu'on est vite accaparé par les études et par les projets perso. Et je voulais vraiment donner ce temps pour les autres et puis vraiment me dépasser, aller voir autre part et vraiment plus loin que mon petit confort français. Voilà. Et pour vous, Héloïse Duréau, comment c'est passé déjà? Comment vous avez appris que Point Cœur existait? Moi, j'ai ma grande sœur qui est partie avec eux quand j'avais 7 ans. Donc c'est vrai que depuis l'âge de mes 7 ans, j'ai un peu cette conviction de me dire que moi aussi, quand je serai plus grande, je donnerai un peu de mon temps parce que j'ai une famille heureuse, un quotidien sympa, donc voilà. Et pareil, à la fin de mes études, je me suis dit, avant de me lancer, d'avoir un peu un travail, un appartement, des choses un peu fixes dont on a du mal à se détacher une fois qu'on les a. Je me suis dit, c'est un peu le bon moment à la fin de mes études de me faire une année, on va dire, d'études supplémentaires, juste d'être un peu... réapprendre à s'émerveiller des choses simples, de découvrir une nouvelle culture, de nouvelles personnes. Et alors vous êtes partie où? Moi, je suis partie à Cuba. Et pareil, je suis partie un peu plus d'1 an. Mais pour le coup, moi, c'était déjà en 2018-2019. Donc ça fait quelques années que je suis rentrée. Alors cette expérience, évidemment, on l'imagine assez magique et on va la détailler ensemble, bien que ce sont 2 pays différents. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir cette tendance, surtout quand on poursuit quelques études, de se dire je vais partir 1 an faire une césure, mais pour le coup, alors apprendre une langue, ça vous l'avez fait, mais peut-être en faisant d'autres études, en étant... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit non, on a besoin d'une coupure, on a besoin de cette césure, et je vais prendre ce moment, et ce sera de toute façon une expérience enrichissante, quoi qu'il arrive? Moi, je pense que ce qui m'a vraiment attirée chez Point Cœur, c'est qu'on ne nous demandait pas d'être encore au top du top, de faire un projet de malade, d'être toujours dans le plus, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tout va hyper vite, il faut toujours être plus performant, c'est toujours plus en permanence. Et là, ils nous demandaient juste de lâcher un peu tous nos codes,
accepter d'accueillir un truc complètement nouveau, de se laisser porter par une culture complètement nouvelle, de un peu laver son regard de toutes nos habitudes, nos exigences de vie, et juste d'apprendre à être avec des personnes qui nous sont données dans le quotidien, quoi. Oui, se laver aussi des préjugés, j'imagine, parce que quand exactement. on est effectivement avec d'autres étudiants comme vous, en tout cas d'autres bénévoles qui partent, eh bien, il y a plein de cultures différentes qui vivent ensemble, qui se retrouvent. C'est ce que vous avez vécu de votre côté, Pauline? Exactement. Donc en fait, on a vraiment des maisons dans des quartiers donc défavorisés où donc en fait notre objectif c'est vraiment d'être présent au plus proche de la souffrance. Et donc on partage on est des maisons de 4 à 6 volontaires. Donc moi par exemple j'ai pu partager la mission avec une fille de Trinité et Tobago, Nicaragua, Pologne, enfin vraiment de pays assez diversifiés. Et donc en effet on est confronté à des cultures un peu différentes, des codes différents, des éducations. Et en fait ça permet vraiment de prendre du recul et aussi de se poser des questions assez fondamentales pour une vie, qu'est-ce qui compte vraiment, quels sont mes langages de l'amour, quels sont aussi comment j'ai envie d'accepter l'autre tel qu'il est, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une formation pour partir comme ça à l'autre bout du monde? Parce que vous le dites, c'est effectivement être naturel, pouvoir juste donner un peu de son temps, être soi, mais finalement, ça s'apprend aussi, ça, cette rencontre avec l'autre? C'est vrai qu'on a des week-ends de formation et puis on va dire un stage de 15 jours où là, ils nous font un petit peu découvrir ce quotidien qu'on va vivre. Mais encore une fois, ça s'apprend. Je dirais pas que ça s'apprend comme quelque chose de scolaire, mais c'est en fait ils nous donnent un peu des personnes à suivre, des maîtres. Ils disent un peu, voilà, quelles sont des personnes, plein d'artistes, des personnes qui témoignent d'un regard un peu différent et qu'on pourrait avoir envie de suivre pour nous aussi regarder les choses différemment et pas être un peu dans nos carcans parce que voilà, quand on grandit en France, on a les codes de français, quoi. Et en fait, c'est pas forcément les moins bons ni les meilleurs. Enfin, voilà, c'est juste que c'est ceux qu'on a là, mais il y a d'autres choses ailleurs et donc voilà. L'expérience la plus enrichissante qui soit, évidemment, on donne de son temps, on donne effectivement des sourires, de la présence, des discussions. Qu'est-ce que vous faites au quotidien avec les gens que vous rencontrez? Et nos journées sont très rythmées. Voilà, on commence à 7h au plus tard. Et ensuite, donc, le matin, on s'occupe principalement de la maison, des tâches ménagères. Vu qu'on est dans des quartiers défavorisés, on n'a pas forcément les machines à laver, des choses comme ça. Donc, on revient à des gestes qui peuvent prendre plus de temps. Mais donc, on est empli de gratitude. Et puis, après l'après-midi, on va aller visiter des familles, on va aller accueillir des enfants chez nous. Et puis après, chaque maison a aussi ses spécificités. Par exemple, la mienne, on allait visiter toutes les semaines un centre de personnes porteurs de handicap. Donc ça aussi, ça permet d'ouvrir son regard poser un regard vraiment d'amour et d'émerveillement sur les autres. Et puis, au début, moi, je sais que j'étais un peu réticente avec cette mission parce que forcément, c'est un peu déroutant, c'est un peu... ils nous prennent par les bras. Parfois, moi, j'avais une amie, elle s'appelait Larissa, elle était sourde-muette. Et c'est vrai que, au début, j'étais contente parce que je me suis dit, tiens, je vais me mettre avec elle parce que je parle pas portugais encore. Et en fait, c'est elle qui m'a appris qu'une présence, c'est simplement être là et donner toute son attention à cette personne et pas être préoccupé par les mille et une pensées qu'on peut avoir dans une vie assez classique et rythmée à Paris, où on a envie que tout soit efficace. Et quand vous vous retrouvez comme ça dans une... alors on appelle ça une comunidad maintenant, et plus une favela, dans les endroits un peu défavorisés ou dans les lieux quartiers qui sont quand même plus difficiles, comment ça se passe? Vous héritez finalement de missions passées, de tous ceux qui vous ont précédé. Comment on procède? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a... En fait, les maisons sont depuis plusieurs années dans les quartiers. Et donc, comme les volontaires restent entre 1 et 2 ans, dès qu'un volontaire part, il y a un nouveau qui arrive. Donc, en fait, dans la maison, il y a toujours un volontaire qui est là depuis au moins 1 an et qui va un peu apprendre et transmettre le quotidien à ceux qui viennent d'arriver. Et puis, les gens du quartier, en fait, ça devient vraiment nos amis. Et du coup, c'est ça qui est hyper beau, c'est que moi, je suis arrivée à Cuba. Et ils m'ont dit, c'est toi, Héloïse. Ils m'ont pris dans mes bras. Ils étaient trop heureux de m'accueillir. Mais parce qu'ils savaient que j'étais volontaire de Point-Cœur, que ça faisait, moi, quand j'étais 6 ans, que la maison était là. Et que, parce que je venais de Point-Cœur, j'étais leur amie, j'étais de leur famille. Et ils allaient m'apprendre à cuisiner, à faire les courses, à vivre comme eux, quoi. Et donc, ils étaient hyper heureux. Donc, je pense que, encore une fois, on n'est pas du tout sur un apprentissage scolaire, mais juste on se laisse complètement guider par les gens qu'on a autour de nous. Au départ, vous avez eu le sentiment que vous alliez apporter aux autres, et finalement, c'est eux qui vous ont apporté plus encore. Je pense que moi, j'y allais un peu avec tout mon orgueil français, de me dire, OK, moi, je vais aller donner du temps.
Et puis en fait, moi j'étais complètement retournée comme une crêpe et en fait je me suis dit j'ai tout à apprendre d'eux. Oui. Même sentiment. Même sentiment, c'est ça. Moi j'arrivais avec tout mon entrain, mon énergie à vouloir changer le monde et puis en fait finalement on se rend compte qu'on est bien peu de choses, mais qu'à notre échelle, dans chaque tâche du quotidien, on peut y mettre tout notre cœur et puis changer notre cœur en premier. Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait, tous ceux que vous rencontrez? Ils ont besoin de liens justement et de vous raconter les souffrances qu'ils traversent par exemple. Ils ont besoin aussi d'aide peut-être, de bras, enfin je veux dire, voilà, ou peut-être de cerveau aussi pour d'autres choses, pour démultiplier les tâches. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous apportez? Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils n'attendent pas autre chose de nous que le fait qu'on vienne. Et je pense que chaque visite qu'on va faire dans le quartier, ça se finit tout le temps par revenez vite. Et pourtant, on a passé 2 heures à discuter recettes de cuisine, à discuter comment on se protège la peau du soleil, comment on se protège des moustiques. On a rigolé, on a fait des jeux. Je veux dire, on n'a pas changé la face du monde, mais en fait, on a changé la journée de Rafaela et elle, ça lui suffit et elle veut qu'on revienne, quoi. Vous parliez espagnol avant de partir? Ouais, un petit peu, parce que j'avais fait espagnol à l'école, mais je n'étais pas spécialement brillante en langue. Espagnol LV2, en tant que Française, on n'est jamais vraiment très brillant en partant, on le sait. Et j'avais toujours un bon accent de française à la fin de la mission. Mais au bout de 2 mois, ça y est, vous étiez déjà assez à l'aise? Ouais, je pense vraiment 3 mois, j'avais un peu dépassé aussi la timidité de parler, voilà. Après, le cubain, c'est un accent un peu particulier, donc pour vraiment bien comprendre les Cubains, au début, je faisais vraiment par mots-clés dans la phrase, et puis après, on se fait à l'accent, on se fait au tournure de phrase. Mais vous êtes tombé dans cette envie de raconter aussi au quotidien, via un podcast, via un Insta, ou j'en sais rien. Enfin, on écrit. En fait, on n'est pas du tout. Enfin, si on peut prendre des photos, voilà, mais on écrit des lettres pour raconter ce qu'on vit. Et c'est assez beau comme exercice parce que c'est-à-dire qu'on se pose avec un papier, un crayon, on réfléchit à vraiment dans ce que j'ai vécu pendant 1 mois, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce qui m'a complètement chamboulé, quoi. En tant que touriste, vous n'auriez jamais vécu ça? Ah non. Jamais, non, vraiment. Oui. Je pense qu'en fait, on touche un petit peu à l'âme du pays. Enfin, vu qu'on apprend non seulement la langue, mais on apprend en fait à vivre comme eux. Enfin, vraiment, mais dans toutes les tâches du quotidien. Donc en fait, on touche un petit peu l'âme du pays, je pense. Et comment vous financez cette année de césure ou ces 2 ans de césure? Là, on a un système de parrainage, donc avant de partir, on écrit un peu pareil. Encore une fois, on écrit une lettre en disant pourquoi on a ce désir de partir, qu'est-ce qui nous anime. Et donc là, on demande à nos familles, nos amis, ça peut être des entreprises, de nous soutenir financièrement. Et donc, on sait que quand on part, on a une somme à récolter pour pouvoir financer notre vie sur place. Et la maison, en revanche, vous avez prêté le temps de votre mission? Et la maison, oui, on est logé dans cette maison. Ouais, c'est toujours la même maison dans le même quartier. Bon, et est-ce qu'il y a un âge maximal ou pas, minimum? Enfin, comment ça se passe? Tout le monde peut être bénévole pour Point Cœur? Ils essayent quand même de privilégier des jeunes entre 18 et 30 ans. D'accord. Dans l'idée. Donc moi, c'est foutu, quoi. Pour vous dire, moi, j'ai une volontaire qui arrivait, qui avait 32 ans ou 33 ans. Et elle, ça a été hyper dur parce qu'elle avait 10 ans d'habitude de vie d'adulte. Et du coup, ça a été hyper dur de renoncer à plein de choses. Comme quoi, par exemple? Très ancrée dans son planning, le fait de devoir décider à plusieurs, parce qu'elle, ça faisait 10 ans qu'elle décidait de sa vie comme elle l'entendait. Voilà. Et là, de devoir décider à 4, imaginez mettre 4 personnes de 4 cultures différentes, d'accord. Enfin, c'est des moments aussi très animés. mais du coup, je pense que aussi, parce qu'il y a une disponibilité qui est plus souvent présente chez les jeunes, voilà, souvent après 30 ans, c'est vrai que les gens sont lancés dans une carrière, dans une famille, voilà, du coup... Bon, alors, si ça vous tente, cette expérience de bénévolat, pendant quoi? C'est 12, 18, 24 mois, à peu près? Entre 14 mois et 2 ans. Voilà, entre 14 mois et 2 ans, donc pour l'ONG Point Cœur, j'allais dire plein cœur, mais c'est pareil, Point Cœur. Dans 17 pays du monde, j'ai relevé ça, peut-être que ça a évolué depuis. Oui. C'est français, ça a été créé en 1990 en France. Et donc, c'est super chouette parce que ça aide beaucoup de gens. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur leur site. Et j'ai fait le test, hein, mais moi, l'âge, c'est pas passé. Mais si vous voulez être volontaire, vous pouvez y aller. Surtout, n'hésitez pas, manifestement, ça a été enrichissant. Merci 1000 fois d'être venue sur le plateau, Héloïse Duréo et Pauline Landel. Merci 1000 fois. Et plein de bonnes choses à vous deux. Merci de nous avoir reçus. Merci. On va tous retrouver Guillaume pour sa chronique.
À l'honneur ce vendredi, une exposition qui va débuter mercredi prochain. C'est à l'Institut du monde arabe et son nom, le mystère Cléopâtre. Et c'est une exposition qui s'inscrit dans la lignée de toutes celles qui ont été faites autour de l'Égypte. Il y avait l'Horizon de Khéops en 2022, l'épopée du canal de Suez en 2018 ou encore Osiris, mystère englouti d'Égypte, c'était en 2015. Un nouveau rendez-vous qui vous promet, vous les visiteurs, une immersion captivante dans le récit de cette femme emblématique, fascinante de l'histoire, mais qui reste, malgré sa popularité, un véritable énigme. C'est une stratège politique hors pair, on le rappelle, une image construite au fil des siècles par les écrivains, les artistes, qui aussi entre réalité, légende, mythe et puis icône. Cléopâtre incarne notamment ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui le féminisme. 250 œuvres, objets d'art, peintures, sculptures, bijoux ou encore manuscrits sont à découvrir. Ils viennent de partout, du Louvre, de la Bibliothèque nationale du château de Versailles ou encore d'Espagne, des États-Unis, d'Italie ou encore de Suisse. Alors racontez-nous qui est Cléopâtre. Elle est née en 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Cléopâtre VII, c'est la dernière souveraine des Ptolémées. La suite nous est racontée par Christian-Georges Schwetzel, historien spécialiste de l'Orient. Cléopâtre est à la fois grecque et égyptienne. Deux identités politiques et deux identités culturelles, forcément. Les deux sont liés. Elle est d'abord une basilissa, c'est-à-dire une reine dans le sens grec, dans le sens hellénistique, mais elle est aussi une reine pharaonique traditionnelle. Elle assume donc deux identités politiques et culturelles, parce que cette identité politique veut dire aussi qu'elle va répondre à toutes les attentes de ces deux catégories de la population que sont les Égyptiens, peut-être 6 à 7 millions d'Égyptiens, et les Grecs, les descendants des colons grecs qui sont venus s'installer en Égypte. Alors Cléopâtre, elle hérite, on le rappelle, d'un royaume sous influence romaine. Elle s'impose en tant que fine diplomate pour préserver son pouvoir, bien que les auteurs ne parlent pas de ça à l'époque. Écoutez une nouvelle fois Christian-Georges. Cléopâtre est un véritable génie politique par rapport à ses prédécesseurs immédiats, par rapport à son père notamment. Par exemple, les dernières grandes révoltes populaires qui ont eu lieu en Égypte, elles ont eu lieu sous le règne de son père, pas sous le règne de Cléopâtre. C'est que donc, elle a mené une politique tout à fait pertinente et elle a obtenu de réels succès que les historiens antiques, les historiens latins et romains, n'ont pas diffusé, ils n'ont pas évoqué ces succès remportés par Cléopâtre parce qu'ils sont obnubilés par l'image de la femme fatale et perverse. Mais on sait aujourd'hui, par la confrontation des sources, qui nous révèlent que Cléopâtre a été une grande dirigeante politique extrêmement compétente. Alliée de Jules César, de Marc-Antoine, Cléopâtre va éliminer ses rivaux et associer son fils Césarion au trône. On rappelle que Cléopâtre s'est suicidée il y a 2000 ans et ce qui a scellé justement la fin d'une dynastie des pharaons, mais qui accroît surtout sa notoriété. Alors ce mythe Cléopâtre qui attire toujours et encore, pourquoi? On en fait effectivement des expositions une nouvelle fois, cela cartonne. Premièrement, c'est une femme de pouvoir dans un monde d'hommes vénérés par les Égyptiens et les Grecs. Et les Romains la présentaient comme étant une prostituée. Écoutez Violaine Sébillotte-Cuchet, elle est une nouvelle fois historienne. Il y a peut-être deux choses qu'on lui reproche. Peut-être d'abord, on la caractérise comme une barbare, comme une orientale, et donc c'est la dépravation. Et c'est le luxe, c'est la mollesse, c'est un stéréotype qui est attaché donc au roi barbare Sardanapale, qui ne caractérise pas Cléopâtre en tant que femme, en tant qu'égyptienne, donc barbare, donc luxueuse, dépravée. Ça c'est une chose. Mais sinon, le reproche qu'on lui fait aussi, c'est d'être une femme manipulatrice et qui joue sur la séduction et sur l'érotisme, sur sa beauté. Et donc qui va être un piège pour les hommes qui la rencontrent. César, Antoine. Elle les piège par sa beauté. Alors, outre sa beauté, elle était cultivée, elle était polyglotte, elle parlait notamment 7 langues, stratège, on l'a évoqué, elle a utilisé sa diplomatie, ses alliances pour protéger son royaume, l'image d'une femme intelligente, une femme rusée, et puis également ce qui a été mis en avant et ce qui crée cette intrigue et ce mystère, c'est sa mort tragique. On parle là d'une fin romanesque, en fait, elle préfère éviter le combat et préfère se suicider. Notamment Shakespeare en avait fait une pièce de théâtre, Antony et Cléopatra, qui avait popularisé sur les planches ce mystère de Cléopâtre, et au cinéma, pour celles et ceux qui s'en rappellent, en 63, Elizabeth Taylor qui vulgarise son destin dans le film Cléopâtre pendant 4 heures, on le rappelle. Christian-Georges Schwetzel, une nouvelle fois.
Alors c'est vraiment le grand monument cinématographique consacré à Cléopâtre. C'est une œuvre qui dure 4 heures. Mankiewicz s'est inspiré à la fois de Plutarque et de Shakespeare. Il y a 2 parties dans le film. Une première partie, c'est un peu une sorte de comédie un peu sophistiquée, un jeu de la séduction entre Cléopâtre et Jules César. Et puis la deuxième partie est très romantique, c'est la passion, c'est l'amour. Enfin l'amour qui se mêle avec la politique, en compagnie de Marc-Antoine. Un film qui met en scène justement les ambitions de Cléopâtre qui est devenue reine d'Égypte. Et puis plus proche de nous, ça parlera cette fois-ci aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, Astérix et Obélix. Ne regardez pas comme ça. Pas du tout. On en a parlé, c'est un carton ce film, 14 millions et demi d'entrées. On rappelle que Cléopâtre était interprétée, je vais y arriver, par Monica Bellucci. Magnifique. Bien réalisé par Ave Chabat. Effectivement, Ave Chabat, effectivement. Alors oui, Cléopâtre, c'est populaire, c'est glamour. On l'évoque avec les actrices qui l'ont notamment incarné. Son refus de se soumettre aussi à la domination des hommes qui préfèrent mourir plutôt que de se rendre. Elle est d'ailleurs devenue une icône de lutte identitaire, émancipatrice, notamment dans le 19e siècle. C'était aux États-Unis. Écoutez. Cléopâtre est devenue une icône afro-américaine. Elle a été réinterprétée comme une icône de la lutte contre l'esclavage et contre l'impérialisme occidental. Et donc c'est devenu une figure très positive aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle on a des références à Cléopâtre ou aux reines égyptiennes dans les clips des stars aujourd'hui. On pense à Katy Perry, mais aussi la rappeuse Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna, qui font référence parfois explicitement à Cléopâtre, parfois à une Egyptian Queen, une reine égyptienne. Et donc on a cette figure fantasmée de la reine égyptienne vue comme une reine éprise de justice sociale. Elle est aussi très belle et elle sait s'imposer et elle est parfaitement à l'aise dans le monde d'aujourd'hui. Alors vous l'aurez compris, pouvoir, intelligence, beauté, drame, mystère, séductrice, victime du destin, bref, il y a beaucoup de mots pour qualifier Cléopâtre. Si vous voulez en savoir un peu plus, direction l'Institut du monde arabe la semaine prochaine, mercredi, pour découvrir cette exposition, le mystère de Cléopâtre. Oh, vous m'avez donné envie d'y aller. Merci beaucoup Guillaume, merci. On va retrouver tout de suite le meilleur de School TV avec le Zap. C'est une théorie, cette théorie de l'attachement. Alors on cite souvent Bowlby. Moi, j'ai découvert en vous lisant qu'il y avait carrément des expériences qui avaient été menées, quasiment en laboratoire, notamment par un certain Ainsworth. Racontez-nous comment il s'y est pris pour prouver que ça existait, cette notion d'attachement. Effectivement, donc il a remarqué que les bébés qui étaient délaissés et dont on ne s'occupait pas pouvaient véritablement développer des troubles et qu'ils en étaient fort désorganisés. Et que le retour de l'adulte qui s'absente ne va pas donner lieu au même type de réaction qu'un bébé qui est suffisamment étayé, solide. Solide et qui a bénéficié d'attachement sûr. Et pour ça, mais c'est juste pour montrer que tout ça, c'est pas juste de l'ordre de la théorie. Il y avait des bébés, des nourrissons, plus ou moins, dont on savait qu'ils avaient eu un passé plus ou moins, je ne sais pas comment l'appeler. Enveloppant, alors c'est vrai sympathique. C'est difficile. Et ils faisaient rentrer, sortir des adultes et on observe les bébés, on regarde si le bébé pleure, c'est qu'il y a un problème, s'il est content, c'est que Exactement, voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse vraiment faire ce genre d'expérience sur des bébés, mais c'est ce qui a permis de découvrir qu'il y a ces réactions différentes et que la façon dont l'adulte traite l'enfant n'est pas anodine. Personne derrière d'ailleurs, dont une majorité est constituée de garçons. Les garçons sont plus nombreux que les filles à consulter du porno. Tout à fait, effectivement. Il y a eu une enquête de l'Arcom qui a été faite sur l'année 2023 qui a révélé que la moitié des garçons de plus de 12 ans, dès 12 ans, consultent des sites pornographiques, là où les jeunes filles sont plutôt aux alentours des 30%. Et plus grave encore, j'ai envie de dire, ou du moins plus inquiétant, c'est le cas aussi du côté des plus jeunes, puisque les garçons entre 10 et 11 ans représentent également 21% de ce panel. Effectivement, c'est dû plutôt à des facteurs, je dirais, socio-culturels, le fait qu'il y ait une norme sociale et des représentations un petit peu genrées, c'est-à-dire qu'on incite plutôt les garçons à être virils. Il suffit de voir, ne serait-ce que sur Internet et
puis dans les cours de récréation. Quand on a du harcèlement, une jeune fille, on va plutôt la harceler parce que on estimera qu'elle a des mœurs légères, alors qu'un garçon, on ira plutôt le harceler parce qu'il n'a pas encore fait sa première fois. Donc on se rend bien compte qu'effectivement, dans la société, il y a une vision très différente et ça se retraduit aussi du coup dans les pratiques. Quelles sont vos priorités ? Alors déjà, où je suis très très content, je suis maire depuis 14 ans. Et je suis le même nombre d'enfants entre 2011 et la rentrée 2020. Ah, c'est constant. C'est constant. Bien sûr, à 40 ou 50 enfants près. Mais donc cette attractivité, vous l'expliquez seulement par... Alors déjà, chez nous, il y a une particularité, c'est que l'enseignement privé, sous contrat avec l'État, est majoritaire par rapport à l'enseignement public. C'est l'histoire de cette Bretagne catholique, effectivement, qui a traversé les siècles. Donc chez moi, j'ai 60% des enfants maternels et primaires qui sont dans le privé et 40% dans le public. On a une offre de pause méridienne. Les enfants ne sont pas juste là gardés par des ATSEM ou encadrés par des animateurs. Il y a des activités de qualité tous les midis. Et ça, tous les midis, vous avez une offre de qualité. Autre chose... Mais c'est-à-dire, ça se traduit comment? Des animateurs, on joue aux échecs, on fait de la peinture, on fait du cirque, on fait... Voilà. Donc il y a le temps cantine et obligatoirement une activité. Pareil, on offre à chaque enfant qui est en CM1 et CM2 10 séances de voile. 10 séances en CM1 et CM2. Et puis depuis 2 ans, on a mis en place le savoir rouler à vélo. On a 10 séances pareilles pour les enfants de CE2. Donc tout ça fait qu'effectivement, on a plutôt un enseignement de qualité. On a une ville où il n'y a pas de problème de sécurité ou d'insécurité. Ça joue aussi. C'est beaucoup pour le cadre, effectivement, et l'environnement scolaire. Ouais. Et puis, on a des écoles publiques, parce que c'est la compétence de la ville. Effectivement, on investit beaucoup chaque année. Alors 700 000, c'était bon le chiffre, 700 000 l'été dernier? C'est à peu près ça, effectivement, de travaux. On fait tous les ans dans nos écoles publiques. Là, on est en train de créer un nouveau groupe scolaire et de loisirs Carniole, une nouvelle école, puisque la partie de la ville s'est beaucoup développée au nord de chez nous, au nord de l'agglomération. D'accord. Donc une école ça va sortir de terre d'ici février-mars prochain. C'est ça. À travers le travail que vous accomplissez avec les patients et en remontant le fil, on se rend compte parfois que certaines attitudes, peur de l'abandon, etc., peuvent renvoyer à des formes de maltraitance ou à des fonctions de maltraitance, d'une attention insuffisante quand ils étaient petits, c'est ça? Oui, en remontant le fil et puis en incitant aussi le patient à associer sur ses souvenirs, et ça ne va pas forcément venir instantanément, et parce que justement ce sont souvent des souvenirs qui sont enfouis dans l'inconscient et il faut un petit peu de temps pour pouvoir y accéder, pour favoriser des conditions d'accès. Et donc ça, c'est tout l'intérêt, j'imagine, de la démarche psychanalytique, avec les associations, avec tout ce que Freud a raconté. Exactement. Et les rêves aussi, qu'il ne faut pas prendre au premier degré, mais qui sont surtout des déclencheurs, c'est ça, pour essayer d'interroger sa mémoire? Oui, exactement. C'est une porte d'entrée, une voie royale d'accès à l'inconscient, parmi d'autres. C'est la meilleure des interventions, c'est la meilleure des sensibilisations, c'est encore plus puissant que les interventions dans les écoles? Oui, bien sûr. Pour la protection des océans notamment? C'est ça. Et il faut, donc on parlait du golfe du Morbihan, nous sommes dans un parc naturel régional. Donc on est sur un territoire fragile qu'on doit respecter. Et l'éducation à la mer, elle commence très très jeune avec les enfants, avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Comment effectivement on fait en sorte que nos enfants aient conscience de ce patrimoine qu'on va leur léguer, qu'on va leur laisser. De leur environnement aussi, quoi. Oui, c'est ça. Et comment on le protège? Mais on ne le protège pas en le mettant sous cloche. Moi, je suis je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis favorable à l'accueil de touristes, je suis favorable à des développements économiques importants pour on fait le lien avec ce que vous disiez juste avant, faire en sorte que ces jeunes, ils restent vivre sur ce territoire. L'État veut créer des publicités avec l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle capable d'imaginer en fait toute seule des publicités. Est-ce que ça, c'est vraiment possible? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons là? Alors a priori, techniquement, oui, c'est possible puisque déjà aujourd'hui, l'IA permet de créer du texte, des images, de la vidéo, du son, des voix de synthèse. Donc a priori, techniquement, oui, c'est possible. Par ailleurs, Meta l'expérimente déjà puisqu'elle avait lancé AI Sandbox, donc un outil qui permet de générer des visuels publicitaires simples à partir d'un brief. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et vraiment d'automatiser tout le cycle de la création visuelle à la diffusion en passant par l'adaptation justement à chaque site, parce que c'est aussi tout l'intérêt de cette technologie-là, c'est qu'effectivement c'est adaptatif. Bien évidemment, même si encore une fois techniquement c'est possible,
tout n'est pas encore parfait, mais les progrès sont assez rapides sur le sujet, on l'a vu, donc... Et puis c'est prévu pour fin 2026, donc il y a encore un petit peu de marge. Il y a encore un petit peu de marge. Alors cette publicité sera personnalisée, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, en fonction de la personne qui la regarde. Est-ce qu'on va aller vers un monde où tout le monde va voir demain une publicité différente ? Alors, c'est déjà un petit peu le cas, finalement, quand on regarde sur les réseaux sociaux avec justement la publicité ciblée. Vous avez certainement eu régulièrement des notifications qui vous indiquaient que dans vos paramètres, vous aviez la possibilité de changer. Voilà. Donc, ça existe déjà, c'est juste que plus on avance, plus c'est personnalisable. Là, si on prend un exemple concret avec ce que voudrait proposer Meta, en fait, on pourrait avoir une publicité avec une voiture qui pourrait, par exemple, montrer à quelqu'un qui habite dans un milieu rural la voiture qui défile justement en campagne, et puis pour quelqu'un qui vit en ville, un environnement plus urbain. Bien évidemment, ça pose des questions, cette hyper-personnalisation, sur l'impact que ça va avoir pour les personnes qui verront ces publicités, l'impact émotionnel. Et en même temps, c'est du marketing, et le marketing, il a tout intérêt à faire ça. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. On vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. De retour lundi. Oh, c'est beau ce salut, c'est magnifique. J'ai presque envie de rendre là-dessus, mais non, parce que je vais dire merci aussi aux équipes en régie. Xavier Sanchez, Saïd Mamou, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction, ainsi que tous Cool TV. Bonsoir, ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.